Bonjour à tous. Alors aujourd'hui exceptionnellement je ne vais pas vous parler d'un film ou d'une série télé, puisque en dehors du cinéma il y a un truc que j'aime bien faire, c'est lire et relire mes vieilles bandes dessinées, genre Gaston Lagaffe, Astérix, Tintin et j'en passe. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de cet album. Voilà, je vous le montre un petit peu, il est flambant neuf, donc il est sorti le 31 octobre, c'est le tome 58 des Tuniques Bleues, les Bleus se mettent au vert. Créés en 1968 par Luis Alverius et Raoul Cauvin, les Tuniques Bleues sont d'abord apparus sous forme d'histoire courte dans Spirou et ont par la suite adopté le format long en 44 pages. En 1972, Salverius décède pendant l'écriture du quatrième tome baptisé Outlaw, qui sera finalement terminé par Lambil, et depuis 54 autres volumes ont vu le jour, dont 2 compilations d'histoires courtes en hommage à Salverius, La Grande Patrouille et Des Bleus et des Tuniques. D'ailleurs, on notera un style graphique nettement différent dans ces deux volets, puisque les petites histoires qu'ils regroupent ont été publiées avant que la série n'adopte le format long. Du coup, comme pour pas mal de séries, le dessin a considérablement évolué entre les deux. Mais dans tous les cas, les personnages principaux restent deux cavaliers nordistes. D'un côté, le sergent Cornelius Chesterfield, qui lui est le cliché du parfait soldat, qui croit en la hiérarchie et qui obéit à tous les ordres même lorsqu'ils sont débiles. Et de l'autre, on a le caporal Blutch qui ne pense qu'à déserter, et qui va même aller jusqu'à apprendre à son cheval arabesque à faire le mort pour éviter de charger avec le reste de la cavalerie. A noter qu'il existe également un jeu vidéo tiré de la série, mais personnellement je n'y ai jamais joué parce que le concept ne m'intéresse pas. Je trouve que résumer les Tuniques Bleues seulement aux batailles, c'est un petit peu réducteur. Et donc en ce qui concerne son background, la série va avoir deux axes principaux, les guerres indiennes et la guerre de sécession, même si la guerre de sécession est largement plus au centre que les guerres indiennes qui doivent occuper peut-être 20 albums grand maximum sur les 58 édités. Et donc le principe est simple, à chaque album, les auteurs parlent d'un sujet bien particulier, comme le racisme avec Blackface ou Captain Nepel, mais aussi les camps de prisonniers avec la prison de Robertsonville qui, à mes yeux, et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, est le meilleur album de la série, et pourtant c'est un des premiers. Et il y aura toujours beaucoup d'humour pour désamorcer certaines situations parfois très graves, parce que bon, la série est quand même destinée aux plus jeunes, mais c'est un humour qui est très efficace, qui est bien construit, avec pas mal de running gags, par exemple, comme le capitaine Stark, dont la seule réplique généralement c'est charger avant chaque assaut. Le gars qui refuse de parler aux fantassins parce que lui c'est un cavalier, donc il est supérieur, il n'a pas à parler à la piétaille comme il le dit. Il y a Chesterfield qui cherche systématiquement où est planqué le caporal Blutch à la fin de chaque bataille. Donc voilà, c'est un humour qui fait mouche et qui en plus va être bien mêlé à des personnages historiques qui ont vraiment existé, comme par exemple le général Grant ou le général Lee pour les sudistes. Et ça, c'est une des forces de la série, parce que dans une série jeunesse, j'ai rarement vu un background historique juste, parce que chaque album se base sur des faits réels, et donc un background historique juste et un humour bon enfant, bon parfois acide mais jamais méchant ou jamais cruel. Et c'est ce qui fait vraiment la force de cette série, c'est pour ça que c'est ma série préférée. Mais comme vous vous en doutiez peut-être, 58 tomes, ça commence à faire beaucoup. Et bien que je sois un inconditionnel de la série depuis que je suis gosse, il faut quand même remarquer que depuis le tome 50, Lambil et Cauvin ils sont dans le pur recyclage. L'exemple le plus frappant pour moi c'est Indien mon frère qui est à mes yeux le pire volume de la saga. En gros, vous prenez les albums Les Bleus en folie, Bronco Benny et Baby Blues, vous empruntez un petit peu à chacun, vous mélangez et paf, vous avez le tome 55, Indien mon frère. Et malheureusement, ces 10 dernières années, ce procédé est vérifiable sur pas mal d'albums. Le dernier en date, par exemple, Colorado Story, c'était un remake de Quantrill, mais on était quand même bien loin du taux de recyclage du numéro 55. Et donc si j'ai acheté Les Bleus se mettent au vert, c'est plus par habitude que par réel enthousiasme. Mais je dois bien reconnaître, après lecture, que c'est un des meilleurs albums qu'on ait eu ces dernières années. Et la raison est simple, c'est que l'histoire, pour une fois, est 100% originale. Donc pour vous la faire courte, le scorbut ravage les rangs de l'Union, à cause de la bouffe, pour commencer, et aussi parce que les sudistes ont appliqué la stratégie de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait cramer avant de battre en retraite, donc il n'y a plus de champs de patates ou de vergers pour nourrir les soldats, plus de légumes pour combler les carences alimentaires. Et donc Alexander est conscient de ce problème et il envoie Blutch et Chesterfield avec un chariot loin derrière les lignes pour trouver un fermier qui voudrait bien céder quelques cajots de pommes ou de légumes pour les soldats pour contrer la maladie. Donc c'est pas un pitch particulièrement palpitant, il faut le reconnaître, c'est un des rares albums où on ne trouve pas une seule image de combat, mais comme je l'ai dit, c'est le seul depuis quelques années à avoir vraiment une toile de fond originale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai donc beaucoup apprécié. Donc j'ai bien aimé cette histoire, même si ce ne sera pas la meilleure de toute la saga, c'est clair et net. Mais sinon, voilà, c'est une bonne histoire. Ça fait vraiment plaisir de retrouver une histoire originale. Après, en ce qui concerne le trait, là aussi, c'est un point sur lequel la série est absolument inattaquable. C'est que malgré un album par an,
Le trait est toujours précis, il y a toujours beaucoup de détails dans les dessins, c'est jamais bâclé, et ça c'est vraiment un très bon point, c'est peut-être le seul point sur lequel la série n'a jamais déçu. Par contre, il y a vraiment un truc que je trouve impardonnable avec cet album, c'est la couverture. En effet, sur la couverture, Bluetchy Chesterfield partage la place avec un sudiste inconnu et surtout avec Cancrela. Et petite parenthèse sur ce personnage, Cancrela c'est le seul adversaire sudiste de Bluetchy Chesterfield qui apparaît dans plusieurs albums. La première fois qu'on le voit, c'est dans la prison de Robertsonville, où il officie en tant que gardien sadique du camp de prisonniers. Et ensuite, il a fait de brèves apparitions dans 2 ou 3 autres albums, qui se finissaient généralement en bagarre, puisqu'il n'a pas oublié à quel point Bluetchy Chesterfield lui en ont fait baver pendant leur séjour à Robertsonville. Et les apparitions du Cancrela, ce sont les équivalents des caméos au cinéma. Elles sont brèves, elles sont inattendues, et bien souvent, elles sont drôles. Je pense notamment à son apparition dans Les Bleus en folie, qui à chaque fois me fait pleurer de rire. Et là, j'ai vu qu'il était sur la couverture, donc je m'attendais à ce que l'histoire tourne aussi autour de lui. Mais finalement, on va le voir peut-être sur 3 planches. Et donc je trouve dommage que la présence du Cancrela soit révélée par la couverture, parce que ça fait une surprise de moins et surtout une déception en termes d'histoire. Et bon, après, si vous abordez la lecture en ayant bien à l'esprit que le Cancrela n'est là que pour quelques pages, il y a des chances pour que vous appréciez l'album bien davantage que moi. Voilà, bah sur ce, moi je pense que j'ai fait le tour de cet album. Donc en conclusion, je dirais que c'est un des meilleurs albums qu'on ait eu au cours de la dernière décennie, on va dire. Mais malgré tout, j'aimerais bien quand même que la série ne dépasse pas le tome 60. Déjà parce que ça ferait un chiffre rond, c'est joli. Et deuxio, ben, parce que celui-là, comme je viens de le dire, c'est le seul vraiment original depuis quelques années. Et j'aimerais pas que la série reparte pour 10 épisodes recyclage pour un seul comme celui-là. Et donc à ce titre, j'aimerais bien que la série s'arrête au tome 60, même si je serais un peu déçu de voir ma série préférée s'arrêter. Voilà, bah sur ce, je vous dis à bientôt.